Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la dernière méthodologie de l'année avec l'explication de texte. Donc il s'agit également des dernières vacances de l'année, donc révisez bien à partir de maintenant pour le baccalauréat de mathématiques, de philosophie ou de ce que vous voulez, de vos spécialités finalement. Donc il s'agit aujourd'hui de l'explication de texte en philosophie. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je tiens à préciser, comme pour la dissertation, qu'il n'y a pas de méthodologie prédéfinie. Il ne s'agit que de conseils. Les appliquer à la lettre serait d'ailleurs stupide, il faudrait simplement construire comme vous le voulez, mais en gardant en tête qu'il faut faire ceci et cela. Voilà. Ce qu'il faut faire par exemple une genèse ou une définition. Il se peut que vous n'ayez pas exactement la même méthodologie que moi, par exemple. Donc au baccalauréat, il y a 3 sujets, je tiens à le préciser, 2 en dissertation et 1 en explication de texte. L'épreuve dure 4 heures, et donc vous devez traiter qu'un seul des sujets, je tiens à le préciser. Donc vous avez le jour du bac deux feuilles de brouillon, donc je vous propose d'utiliser ces brouillons comme ceci. Une feuille pour les références, même si, je tiens à préciser, même si c'est du commentaire de texte, il va quand même y avoir des références et du cours, faites gaffe à ça. Une feuille pour votre plan, avec premier 1, grand 1, grand 2, grand 3, etc. Et vous mettez ce que vous mettez à chaque fois dans les parties. Une feuille pour la rédaction notamment de l'introduction ou de la conclusion. Et une feuille pour l'élaboration de l'introduction, avec la recherche, les mots-clés, la genèse, l'accroche, etc. Donc l'épreuve, je l'ai précisé avant, elle dure que 4 heures. Et il ne faut surtout pas sortir avant, puisqu'il s'agit du gâchis finalement, du gâchis de temps. Dites que votre avenir dépend peut-être de cette note. Surtout que la philosophie, c'est une note assez aléatoire. Dans l'idéal, il faut passer 1h30 sur l'analyse du texte, ou de la question, la mise en place d'un plan détaillé et la rédaction de l'introduction. On parle de ça au brouillon. Vous passez au propre au bout de 1h30 et vous écrivez pendant 2h15. Au propre, du coup, votre développement et votre introduction, ainsi que votre conclusion. Et enfin, vous terminez avec 15 minutes de relecture pour éviter les fautes d'orthographe qui peuvent être pénalisées. Si au bout des 1h30, vous n'avez pas fini l'intro au brouillon, vous pouvez commencer directement au propre à écrire cette introduction et vous la corriger en cours d'écriture. C'est pas trop grave si y a quelques fautes d'orthographe, vous les corrigerez à la fin sur les 15 minutes. Ensuite, un gros conseil à savoir, même si c'est un peu tard, même vous pouvez commencer déjà à le faire maintenant que la vidéo est sortie, et je l'ai déjà précisé avant, c'est lire 15 à 20 lignes de texte philosophique par semaine, notamment sur le site philo52.com. Bon, c'est un peu tard, mais c'est pas grave. Ne citez pas tout le texte le jour du bac, s'il est trop long. Citez seulement maximum une ligne. Si c'est plus qu'une ligne, vous mettez le début, crochet 3 petits points, et la fin. Et vous citez évidemment les lignes. Dès que vous citez quelque chose, c'est avec les lignes. Attention au risque doctrinal, pas dire une référence et son raisonnement à travers les yeux du philosophe, il faut les dire à travers vos yeux. Parce que le correcteur, il attend votre raisonnement et pas celui de Freud, par exemple. Ne posez pas de questions sans y répondre, parce que ça leur indispose le correcteur, et planifiez votre questionnement. Attention également à ne pas répondre à la partie précédente, puisque sinon, à quoi elle servirait? Évitez également d'utiliser les je, mais plutôt utiliser les nous. Voilà. Et je tiens à le repréciser, une copie ne doit pas être scolaire, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire, donc une copie ne doit pas être écrite machinalement, puisque on ne veut pas accroche, thème, problème, thèse, etc. L'un après l'autre, même si c'est quand même à peu près ce qu'on attend vite fait. On veut un truc un peu plus organique. En plus, faites preuve de discernement dans ce que vous écrivez. Et ne définissez pas un mot si vous n'en avez pas l'utilité. Les cours, notamment en commentaire de texte, ne doivent pas être ce que vous citez en quelque sorte, ça doit être que des connaissances que vous devez à peu près avoir. Et il ne faut pas le réciter mot pour mot parce que par exemple dans un cours vous n'avez pas exactement la même problématique, le même sujet ou le même texte. Pour éviter les pièges du sujet, il faut se remettre à la place d'un élève lambda qui fait un plan fast-food.
Donc osez prendre tout de zéro pour voir justement ce qui ne va pas avec les plans en fast-food. Ne vous inspirez pas d'autres personnes, il faut réfléchir. Donc, plus spécifiquement pour le commentaire de texte, il faut d'abord analyser proprement le texte, à l'aide de trois lectures. La première est seule en lisant dans sa tête. La seconde, c'est avec un crayon en main, c'est-à-dire là où on va souligner les incompréhensions. Et même si on ne comprend pas, on va quand même chercher à expliquer. Il ne faut surtout pas sauter une phrase parce qu'on ne la comprend pas. Justement, si on ne la comprend pas, c'est qu'elle est importante. C'est ce que je veux dire ? On cherche aussi les connecteurs logiques, donc les donc justement, les néanmoins, etc., qui permettraient finalement de changer de partie. Et enfin, on fait une lecture comme un enfant de 6 ans, où on se dit toujours « Pourquoi ?» On écrit alors un mot-clé sur ces questions, phrase par phrase, à côté du texte. Il ne faut jamais laisser un sujet vide, puisque je ne sais pas comment vous pouvez espérer avoir une bonne note avec un sujet vide. Travaillez votre texte. Donc ça se compose comme ceci, donc introduction, comme ça, développement, et enfin conclusion. Comme pour la dissertation, les copies peuvent faire jusqu'à 5 pages. On peut en demander plus, vous pouvez en faire plus, mais attention, la quantité ne signifie pas forcément la qualité. Évitez également de citer pour ne rien dire, juste pour gagner du texte, puisque ça indispose le correcteur. Maintenant, plus spécifiquement, l'introduction. Donc on commence par l'accroche, avec un élément de culture générale, comme pour la dissertation. Il faut qu'elle soit expliquée et en lien avec la problématique et le texte. À la fin de l'accroche, une question doit se poser proche de la problématique. Bon, vous pouvez parfois ne pas l'écrire, mais même si c'est mieux de se l'écrire. Et du coup, ça nous permet de voir qu'on est bien en lien avec la problématique. Il vaut mieux la faire au dernier, au brouillon, puisque après, on aura eu le temps de potasser un peu sur le texte et de comprendre à peu près comment ça marche. Ensuite, vous avez le thème. Donc, il faut parler ensuite du thème du texte où on cherche une opposition préexistante. Alors attention, c'est pas comme en français le thème, c'est thèse de l'auteur, thèse concurrente, donc c'est un débat philosophique entre l'un et l'autre. Donc il faut chercher d'abord la thèse de l'auteur, puis le contraire. Et à chaque fois, il faut donner un exemple. Donc un exemple pour la thèse de l'auteur et un exemple pour la thèse concurrente. N'oubliez pas l'exemple parce que si vous voulez avoir plus que 10, il vaut mieux un exemple. Ensuite, vous formulez un problème, c'est-à-dire la question auquel l'auteur répond. En fait, il faudrait que dans votre problème, on retrouve la question auquel l'auteur répond. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ce problème, il faut le formuler avec notre propre vocabulaire de manière élaborée. Il faut éviter toute reformulation, pareil, et on peut plus facilement le reformuler avec des repères philosophiques. Et enfin, on termine avec la thèse, c'est-à-dire la réponse de l'auteur et l'idée des philosophiques qu'il défend. Donc il se peut très fortement que vous ayez la même chose là et là, même si ici on va attendre plus de texte justement pour comprendre exactement ce que l'auteur veut dire, quoi. Le thème, le problème et la thèse sont les trois parties les plus importantes de l'introduction. Sans cela, la copie ne fera jamais au-dessus de 10. Et enfin, on termine avec la partition. Donc c'est la structure argumentative du texte. Donc il faut en faire, c'est le plan en quelque sorte, mais pour un texte. Donc il va de 2 à 4 grandes parties. Le plus simple est de repérer simplement les connecteurs logiques dans un texte, ou les changements de paragraphe. N'oubliez pas de donner les lignes, c'est le plan comme dans une lecture linéaire en quelque sorte. Le développement. Donc il est composé pareil d'un grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5, voilà comme ça. Grand 1, grand 2, grand 3, avec 3 petites parties à chaque fois. On attend 2 à 5 paragraphes explicatifs par grande partie. D'abord, dans ces petits paragraphes explicatifs, vous faites une présentation. Donc vous donnez l'élément sélectionné, c'est-à-dire un texte, une expression, un passage, ou même simplement un mot. Parfois ça peut juste être un mot que vous allez à définir et tout ça. On le retrouve dans la triple lecture du texte, notamment quand vous avez souligné des choses que vous ne comprenez pas. Mais attention, il faut faire preuve de discernement. Ne cherchez pas à expliquer quelque chose de très simple et très, très facilement explicable. La sélection des éléments doit être linéaire, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un truc à la ligne 1
quand on a déjà fait un truc à la ligne 4. Tant pis, c'est pas grave, vous aurez deux trucs à expliquer plus tard. Mais bon, le truc à la ligne 1 était quand même sympa, dommage. Il faut dire où il est et pourquoi l'avoir sélectionné, surtout pour avoir justement un rapport avec le thème et la problématique, parce que sinon, vous êtes hors sujet. Ensuite, on passe à l'explication. Donc cette partie, je vous conseille de la pratiquer énormément, donc faire des sujets. Donc tout d'abord, il faut définir les termes utilisés par l'auteur. On peut également illustrer à l'aide d'un exemple. Donc d'ailleurs, pour info, une bonne explication de texte a recours à beaucoup d'exemples. Donc il faut avoir quelques exemples dans chaque partie de l'explication d'un texte. On peut également analyser les présupposés et en dernier recours, si on ne savait pas quoi faire, un QQD, QQF, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il dit. Pour éviter la paraphrase, il est recommandé de ne pas utiliser les mêmes mots du texte. On peut tout faire comme une seule des choses que j'ai proposées juste dessus, comme par exemple illustrer. Tout dépend en fait du sujet qu'on a étudié. Et enfin, on termine avec un lien avec le texte, donc on revient au problème et à la thèse, retrouvé en introduction, rapport au texte, RAT. Et on termine également avec une anticipation, c'est-à-dire qu'on va penser comme l'auteur, avec l'auteur, et on va se dire, oui, quelles questions peuvent naître ensuite, quelles remarques faire, ou encore qu'est-ce que cela implique. Et donc ça nous permettrait d'enchérir sur la partie d'après, simplement. Il ne faut pas refermer la question, faites gaffe à ça. Ensuite, quand vous avez fini le grand 1 entier, il faut faire une transition. Donc tout d'abord, vous faites une synthèse, donc vous trouvez les arguments qui répondent le mieux au problème. Vous remettez en place, vous remettez en question ce que vous avez dit avec une limite ou une nuance. Et enfin, vous ouvrez une nouvelle piste. Notamment, vous pouvez écrire non seulement grand 1, mais aussi grand 2, par exemple, pour ouvrir une nouvelle piste. Et quand vous arrivez à la fin, pas besoin de transition entre le grand 3 et la conclusion. Et donc la conclusion, c'est environ 20 lignes. Donc tout d'abord, vous dressez une synthèse, comme dans une dissertation, puis votre propre thèse. Vous conceptualisez avec un seul mot ou une expression unique, et vous donnez une fécondité. Si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo sur la dissertation. Et donc il faut donc avoir une accroche en rapport avec le RAT pour la fécondité. Maintenant, voici quelques exemples pour comprendre un peu mieux de quoi je parle. Donc nous avons ce commentaire de texte. Donc il s'agit d'un texte de Bertrand Russell, Problème de philosophie, en 1912, le chapitre 15. En fait, c'est dans son incertitude même que réside largement la valeur de la philosophie. Celui qui ne s'y est pas frotté traverse l'existence comme un prisonnier, prisonnier des préjugés du sens commun, des croyances de son pays ou de son temps, des convictions qui ont grandi en lui, dans sa communauté, de ce qui lui paraît d'aller de soi, tant il les a absorbés sans coopération ni le consentement de la raison. Tout son horizon est limité, les objets ordinaires lui sont des choses soit pour lui comme ceci, et pas autrement, tant les attitudes ont refoulé avec mépris. Mais à peine commençons-nous à philosopher que même les choses les plus courantes nous deviennent problématiques et que nous mettons à douter. Sans doute, la philosophie ne nous apprendra-t-elle pas une incertitude qui résoudrait ces doutes, mais elle suggérera des possibilités de façon certaine en libérant le champ de la pensée, en la libérant de la tyrannie de l'habitude. Elle réduit notre sentiment de savoir ce que sont les choses, mais elle augmente nos connaissances de ce qu'elles pourraient être. Elle détruit le dogmatisme arrogant de ceux qui n'ont jamais traversé le doute libérateur, et elle maintient vivante notre faculté d'émerveillement en nous montrant les choses familières sous un jour inattendu. Mais à côté de cette fonction d'ouverture au possible, la philosophie tire sa valeur, et peut-être est-ce là sa valeur la plus haute, de la grandeur des objets qu'elle contemple, bon là c'est grandeur, c'est pas grande, et de la libération à l'égard de la sphère étroite des buts individuels que la contemplation induit. Donc pour info, là on a le petit mot dogmatisme, c'est un concept philosophique qui dit qu'il existe des vérités immuables. Platon en est un représentant. Et donc là vous pouvez du coup réaliser votre triple lecture du texte, et là un exemple de truc qu'on pourrait souligner, c'est cette phrase-là, qui est très importante, mais très bizarre,
est très compliqué à expliquer. C'est peut-être est-ce là sa valeur la plus haute, de la grandeur des objets qu'elle contemple, et de la libération à l'égard de la sphère étroite des buts individuels que cette contemplation induit. Cette phrase est à analyser absolument. Et donc de ce texte, nous pouvons avoir le thème « La philosophie a pour sa valeur l'incertitude et le doute ». Et donc en antithèse, nous avons « La valeur de la philosophie réside dans la recherche de vérités stables qui permettent d'orienter la vie ». Donc par exemple, une personne qui a toujours cru que la liberté consiste simplement à faire ce qu'on veut, peut, en découvrant la philosophie, apprendre à questionner cette idée. Et donc, pour l'exemple de l'antithèse, un philosophe comme Kant ou Platon cherche à atteindre des vérités rationnelles, par exemple la morale universelle ou le monde des idées pour Platon. Et donc on obtient ce problème, la philosophie est-elle source de vérité ou d'incertitude? L'auteur est sceptique, il dit que la philosophie tire sa valeur du doute, ce qui permet l'émancipation et une contemplation de la grandeur des objets. Bon, on retrouve ça à la ligne 8, mais bon, voilà. La philo présente donc des possibles, parfois des vrais, mais jamais des incertitudes. Le doute permet l'émancipation du philosophe. Et en accroche, nous pourrions utiliser Matrix, notamment, puisque quand Morpheus propose des pilules, c'est le philosophe, et Neo décide, lui, de se libérer, ce qui permet de parler de l'opposition entre la philosophie et la vérité. C'est une version moderne de l'allégorie de la caverne. En première partie, nous pourrions dire, cette partie-là, des préjugés et des opinions philosophiques en comparaison. Ouais, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'il fait. Puis, en deuxième partie, il donne l'activité du philosophe. En fait, il précise sa thèse. Et enfin, les questions essentielles que traite la philosophie en font sa valeur, et il précise sa thèse. Maintenant, on va voir également comment marche une transition. Donc, l'inconscient ruine-t-il l'idée de toute morale? On a en grand 1, faut-il dire de l'inconscient qu'il y a un déterminisme? Donc petit 1, on dit l'inconscient déresponsabilise parce qu'il est un ensemble d'instincts, avec Schopenhauer et sa théorie du vouloir vivre. En petit 2, l'idée du bien et du mal est une torture faite à la nature humaine et ses instincts, où on parle de Nietzsche avec la généalogie de la morale. Et donc là, en petit 3, nous pourrions parler de deux pistes possibles. Avec le repère philo contrainte-obligation, on pourrait faire une distinction entre notre inconscient avec une contrainte ou une obligation. On se demanderait c'est quoi l'obligation justement. Et là, on pourrait parler du cas Anao avec la théorie freudienne. Et une deuxième piste pourrait être l'ensemble des souvenirs ne dépend pas de nous. C'est une version altérée par notre esprit. Donc ça, c'est une théorie humienne. Donc pour le premier, il n'y a pas besoin de parler du ça et du surmoi, on le garde pour la suite. Ne cherchez pas à parler de tonnes de connaissances, vous pourrez les utiliser pour plus tard et ça serait dommage de cramer toutes vos cartes de connaissances. Sauf si on en avait beaucoup. On commence la transition par une relation logique, comme ainsi, pour marquer le changement. Donc on retrouve cette fameuse formulation, non seulement résumé rapide, mais aussi une nouvelle piste. Elle est très importante pour faire une liaison par exemple entre le grand 1 et le grand 2. Par exemple, bon, normalement une transition c'est un peu plus grand. Ainsi, si l'inconscient apparaît comme une contrainte qui échappe à notre contrôle et limite notre liberté, il ne s'oppose pas pour autant à toute idée de morale. Non seulement il révèle la part instinctive et involontaire de nos désirs, mais il nous pousse aussi à nous demander si faire le bien n'implique pas justement un déterminisme moral qui prend en compte les forces inconscientes en nous. Bon, normalement, je tiens à préciser, une transition, ça fait environ 10-15 lignes, donc c'est un peu plus long que ce que j'ai écrit. Et donc, pareil, on parle un peu du développement. Donc, voici un développement que j'avais réalisé moi-même, avec des fautes. Ça vous permettrait un peu mieux de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, tout d'abord, est-ce que le moi peut être considéré comme un inconscient moral? Donc ça, c'est une question que je me pose. Donc, Freud, dans De l'hystérie, et là... propose une théorie du refoulement. Il s'agirait d'un acte mené par notre surmoi pour empêcher les idées du ça, notre inconscient pulsatif et désireux, d'arriver à notre conscience. Donc ce que j'ai surligné en rouge, c'est fortement déconseillé. Là, ce qui va se passer, c'est que là, je sors directement une référence philosophique.
on retombe sur le prisme, le fameux problème du prisme philosophique, c'est-à-dire que je vais voir ma partie sur l'idée de Freud finalement. Donc il faudrait d'abord que je donne une idée avant, entre le point d'interrogation et Freud, ici. Et sinon, j'ai fait quelque chose de bien tout de même, c'est le ça. Vous voyez ici, on va se dire oui, les idées du ça, tout ça, tout ça. Le correcteur, on va partir du principe qu'il ne connaît pas ce que c'est que le ça. Donc il faut le définir, même si c'est rapide, votre inconscient pulsatif et désireux. Il faut définir. Ensuite, selon Freud, celui-ci, c'est-à-dire le surmoi, est purement construit sur nos principes que nos parents et la vie en société nous ont inculqués. Il agirait comme une conscience morale, c'est-à-dire la faculté de juger de ce qui est bon ou non, avant la conscience morale. Et après, j'ai terminé sur un exemple non clair, c'était pas fou. Donc, ce que j'ai surligné en jaune, c'est parfait pour la suite. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, on parle de conscience morale avant la conscience morale. Donc, on parle, en fait, l'inconscient est une conscience morale. C'est un paradoxe, puisque la conscience est l'inconscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'est une super transition, avec une autre partie finalement. Mais j'ai tout laissé tomber à l'eau, puisque j'ai dit ça et j'ai oublié. Cherchez d'abord à ce que vous avez dit avant pour justement construire un raisonnement intéressant. Et pareil, là en vert, c'est simplement des définitions. Maintenant, pareil, 2 petits exemples de problématisation pour terminer la vidéo. Être libre, est-ce n'obéir qu'à soi-même? Donc ici, la liberté, c'est-à-dire la non-détermination par autrui, et l'idée d'obéissance à soi-même ne sont pas synonymes, il faut faire gaffe à ça. Il suffit-il de n'obéir qu'à soi-même pour être libre, ou faut-il tenir en compte des contraintes rationnelles ou sociales? Bon, ça peut être un problème en alternative. Après, on pourrait formuler un autre problème. Donc tout d'abord, 3 points de vue. Ontologique. Être libre, est-ce seulement refuser toute contrainte extérieure ou bien se libérer de ses propres désirs? Morale. La liberté morale implique-t-elle de suivre seulement sa propre volonté ou de s'imposer une loi rationnelle? Et là, on pourrait parler de Kant. Ou enfin, politique. L'État est-il un obstacle à la liberté ou un garant de celui-ci? Avec Rousseau et Hegel. Et le problème général serait: la liberté consiste-t-elle à se libérer des contraintes extérieures ou à se soumettre à une autorité rationnelle? Et enfin, dernier petit problème. Donc, l'inconscient ruine-t-il l'idée de toute morale? Donc ici, la morale repose sur la conscience de nos actes. Or, l'inconscient, et là on pourrait parler de Freud, introduit des motivations inconscientes qui échappent à notre volonté. Cela amène à se demander si l'on est encore moralement responsable. Donc 3 points de vue. Ontologique. Suis-je libre ou déterminé? Ma conscience est-elle une illusion? Puis morale, la morale exige la liberté. Si l'inconscient me détermine, est-ce que la morale s'effondre finalement? Et enfin, politique. La société, c'est-à-dire la justice et la loi, peut-elle tenir en compte de l'inconscient pour juger les individus? En somme, nous avons le problème. Si nos pensées et nos actes ne sont pas totalement conscients, peut-on encore nous juger moralement responsables, par exemple? Après, c'est un exemple de problème. Voilà, j'ai fini avec la méthodologie de philosophie et de français. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout finalement. Je vous souhaite bonne chance pour le baccalauréat de philosophie, du coup. Si vous voulez réviser des connaissances, je vous laisse regarder dans la description. J'ai fait un site avec toutes les connaissances, les définitions, les citations, les repères philosophiques, etc. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. A plus.